Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, après de multiples reports en raison des divergences politiques, l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 15 mai en Somalie. 39 candidats sont en lice, un record. Le président sortant en fait partie. Alger, un allié clé de Moscou. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était en visite officielle en Algérie. Visite qui a débouché sur un nouvel accord devant régir la relation entre les deux pays. Et puis, les négociateurs de 196 États réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la COP 15. Ils ont jusqu'au 20 mai pour s'accorder sur des mesures pour lutter contre la désertification. Mais tout d'abord, le Togo a subi sa toute première attaque meurtrière djihadiste. Un détachement militaire situé dans la localité de Pépankadji, non loin de la frontière burkinabé, a été pris pour cible dans la nuit du 10 au 11 mai. Dans un communiqué publié ce mercredi, les autorités togolaises ont dénoncé une attaque lâche et barbare dans laquelle 8 soldats ont été tués et 13 autres blessés. Le gouvernement appelle la population des localités concernées à une vigilance accrue et à ne pas céder à la panique, tout en les invitant à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Le 15 mai prochain, 39 candidats seront en lice pour l'élection présidentielle somalienne. Un chiffre record, le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed est candidat à sa réélection. Un scrutin qui se déroule dans un contexte de forte tension politique. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs réunis à l'aéroport de la capitale Mogadiscio, lieu le plus sécurisé du pays. Nathalie Mo. Le 15 mai 2022, 39 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle somalienne. Le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed est candidat à sa réélection, fait inédit dans l'histoire politique de ce pays de la Corne de l'Afrique. Deux autres anciens présidents somaliens sont candidats à ce scrutin, Hassan Sheikh Mohamud qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017 et Chérif Sheikh Ahmed qui a dirigé le pays entre 2009 et 2012. Ceci n'est que le reflet de la forte tribalité qui caractérise la société somalienne actuelle, avec l'ambition pour chaque clan, non seulement d'exercer le pouvoir, mais également d'en contrôler les ressources. Cela peut également être perçu comme l'absence d'un leadership fédérateur autour des défis politiques et surtout socio-sécuritaires auxquels la Somalie fait face. En Somalie, le président est élu au suffrage indirect par les sénateurs et les députés. Il faudra rassembler au moins 2/3 des voix des députés et sénateurs, soit 184 voix, pour devenir le prochain président de la Somalie. Pour atteindre cet objectif, les candidats ont commencé à présenter leur manifeste de campagne devant les deux chambres du Parlement fédéral le 11 mai 2022. Dans le contexte actuel, ce mode de dévolution du pouvoir est celui qui permettrait de réduire les risques liés à l'organisation de cette élection. D'abord, il permettrait de prendre en considération, ou alors il permettrait l'expression des aspirations de chaque groupe sociologique, mais également il permettrait de réduire les risques sécuritaires à cette élection, en ce sens que les rassemblements de masse accroissent bien évidemment le risque d'attentat. Initialement fixée au 10 octobre 2021, l'élection présidentielle du 15 mai va mettre fin à plus d'un an de crise politique marquée par le blocage du processus électoral avec en toile de fond des tensions entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et le premier ministre Mohamed Hussein Roble. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a effectué ce mardi 10 mai un déplacement officiel en Algérie. Une visite à Alger où il a été reçu par son homologue Ramtan Lamamra ainsi que par le président Abdelmajid Tebboune. Il s'agit pour les deux pays de renforcer leurs relations diplomatiques en pleine crise ukrainienne déclenchée par le Kremlin. Zara Mohamed Moutou. Une visite officielle de 2 jours pour renforcer les relations diplomatiques et économiques. En pleine offensive russe en Ukraine, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était en visite officielle en Algérie. Le pays du Maghreb demeure un allié clé de Moscou. Sergueï Lavrov s'est entretenu ce mardi avec son homologue algérien, Ramtan Lamamra, avant d'être reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune.
Cette visite est la première de Sergueï Lavrov en Algérie depuis janvier 2019 et elle a débouché sur l'établissement d'un nouvel accord devant régir les relations bilatérales. Nous avons eu une rencontre fructueuse aujourd'hui avec mon homologue, le ministre Sergueï Lavrov, dans le cadre des consultations politiques régulières axées sur nos efforts conjoints pour approfondir la coopération bilatérale et multilatérale. Ce déplacement coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États. Des liens toujours au beau fixe, l'Algérie, à l'instar d'autres pays africains, s'est toujours refusé de condamner l'offensive russe en Ukraine. Nous avons informé nos amis algériens en détail sur le développement de l'opération militaire spéciale en Ukraine menée par la Fédération de Russie et les milices du Donbass. Nous apprécions la position équilibrée et objective prise par l'Algérie sur la crise ukrainienne dans le cadre des organisations internationales et la cohérence de sa propre politique étrangère. L'Algérie, un allié, qui sur le plan militaire est l'un des principaux acheteurs d'armement russes dans le monde, derrière l'Inde et la Chine. Un partenariat qui se consolide. À l'issue de sa visite, le ministre russe des Affaires étrangères a remis au chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune, une invitation de la part du maître du Kremlin, Vladimir Poutine, pour se rendre prochainement à Moscou. Également dans l'actualité, les tensions entre le Mali et la France prennent une nouvelle tournure. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian et Thomas Le Drian convoqués par le pôle économique et financier du Mali. Ils sont invités à se présenter le 20 juin prochain devant la justice malienne. Père et fils sont notamment poursuivis pour atteinte aux biens publics et pour avoir commis d'autres infractions aux dépens de l'État du Mali. Pour rappel, le mouvement Maliko, une organisation de la société civile malienne, avait accusé le ministre français des Affaires étrangères de complicité, de prise illégale et favoritisme dans l'attribution du marché de confection des passeports biométriques maliens. Une plainte avait alors été déposée le 22 février 2022 par le mouvement contre Jean-Yves Le Drian et son fils auprès du pôle économique et financier de Bamako. Comment lutter contre la désertification et restaurer les terres dégradées? Une question cruciale qui est au cœur de la COP15 qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'après l'ONU, la pérennité de l'utilisation des terres et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes seront également au cœur des débats. Kamesh Katapolé. Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère. Tel est le thème de la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui s'est ouverte à Abidjan ce 9 mai. Jusqu'au 20 du même mois, les participants devront trouver des solutions en vue de restaurer d'ici 2030 1 milliard d'hectares de terres dégradées. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. L'urgence est bien réelle. Les Nations Unies estiment que 40% des terres sont dégradées dans le monde. Sur le continent, les chiffres sont tout aussi alarmants. Le ministre ivoirien de l'Environnement, Jean-Luc Assy, estime qu'en Afrique, 319 millions d'hectares sont menacés de désertification. Pour lutter contre ce phénomène à l'échelle de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présenté à l'ouverture de la COP15 l'initiative Abidjan. En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols
et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. À l'échelle du continent, l'Union africaine a elle aussi lancé un programme d'envergure pour contrer les effets du changement climatique. En 2007, l'organisation a adopté le projet de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Objectif de cette initiative, restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, tout en créant 10 millions d'emplois. À noter que c'est l'ancien ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donahi, qui assume la fonction de président de la COP15. Les travaux de la 54e session de la conférence des ministres de la CEA ont débuté ce mercredi 11 mai à Dakar au Sénégal sous le thème « Financer la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes ». Organisée conjointement par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement du Sénégal, cette rencontre hybride de 7 jours a réuni les ministres africains en charge des finances, de la planification et du développement économique ainsi que des personnalités des secteurs privé et public. Philomène Tine, notre envoyé spécial à Dakar, nous donne plus de détails sur le programme de cette rencontre. Un comité d'experts s'est réuni du 11 au 13 mai pour débattre sur des sujets techniques et certaines questions statutaires portant sur la relance des économies africaines, actuellement au cœur des priorités des gouvernements. Selon les experts, la crise du Covid-19, les instabilités politiques, l'insécurité et la crise entre la Russie et l'Ukraine sont les principaux paramètres qui entravent le développement économique du continent. Les répercussions de la crise ukrainienne continuent de s'étendre dans certaines régions du continent africain. Le Zimbabwe, toujours fragilisé par la pandémie de Covid-19, est en proie à une inflation alimentaire sans précédent. En première ligne de cette crise, les agriculteurs et les ménages qui sont invités à trouver des alternatives. Océane Kwasi. Après la montée en flèche du prix des carburants, c'est maintenant au tour des prix des engrais de s'envoler. Selon Omnia Holdings, l'entreprise principale d'engrais zimbabwéenne, l'inflation qui était de 96% en avril 2022 contre 61% en janvier est la cause principale de cette augmentation qui a durement frappé les petits agriculteurs. Nous cultivons notre propre engrais maintenant. Nous mélangeons 7 sacs de bouse de vache, de fumier de bétail ou des restes de poulet avec 20 ml de zinc pour faire des compositions. Mais le problème, c'est que ce sont juste des composés. Nous devons produire du nitrate d'ammonium, mais nous en produisons en faible quantité. Les ménages zimbabwéens sont les premières victimes de cette crise due au conflit russo-ukrainien. La situation s'est aggravée lorsque les prix de farine de blé et de maïs ont augmenté d'environ 15% en mars. L'une des solutions trouvées par certains habitants, convertir leur monnaie en dollars américains afin d'acheter des produits de première nécessité. Selon l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, la majorité des habitants survit avec $1,90 par jour. Nous avions l'habitude d'avoir 3 repas par jour et d'acheter de la viande. Tu pouvais avoir de la viande et en manger 5 fois par semaine, mais ces temps-ci, nous pouvons faire une semaine sans manger de viande, sans avoir 3 repas par jour dans la journée. Alors c'est vraiment dur pour les gens et très dur pour les familles qui vivent avec un salaire minimum. Depuis 20 ans, le Zimbabwe fait l'objet de nombreuses sanctions économiques internationales de la part de l'Europe et des États-Unis dues aux répressions politiques qui ont sévi sous l'ère Mugabe. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer la levée de celles-ci qui, selon les observateurs, ont des conséquences graves sur l'économie du pays et sur les populations. Selon le Programme alimentaire mondial, 5,3 millions de Zimbabwéens, soit environ un tiers de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire. L'Africa CDC, en partenariat avec l'UNESCO, l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires et le réseau des médias communautaires d'Afrique de l'Est, ont organisé un atelier de formation à destination des journalistes sur la communication en santé en Afrique. C'était à Arusha, en Tanzanie, une formation jugée nécessaire selon l'Africa CDC dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 et de désinformation. Retour sur cet événement dans ce sujet de Paul Marcel Mayaki.
Avec un taux d'audience quotidien estimé à 61% de la population africaine, selon l'Africascope 2021, la radio est l'une des sources d'information privilégiées des populations africaines, notamment en zone rurale, d'où la nécessité pour l'Africa CDC et l'UNESCO de renforcer les capacités des journalistes de radio communautaires dans le but d'améliorer la diffusion de l'information sanitaire auprès des communautés. Ceci à travers un atelier organisé du 2 au 5 mai 2022 à Arusha en Tanzanie. Regardez la formation que nous avons eue ici avec Africa CDC ces 3 derniers jours. C'est l'une des fois que l'Union africaine a valorisé les radios communautaires en Afrique en mettant à leur disposition la même plateforme que les médias grand public avaient pendant la période de la pandémie de Covid-19. Quant à l'UNESCO, elle assure le renforcement des capacités des journalistes en Afrique. Avec Africa CDC, on accorde plus d'attention aux radios communautaires. L'année dernière, nous avons organisé une formation de 3 mois pour renforcer les capacités des journalistes en Afrique en matière de communication sur la santé. Dans un contexte de crise sanitaire, humanitaire ou sécuritaire, la diffusion d'une information permet, selon l'Organisation des Nations Unies, de sauver des vies. Ainsi, durant 4 jours, une vingtaine de journalistes africains ont échangé sur les techniques de conception, d'élaboration et de production de contenus sanitaires adaptés aux réalités des communautés africaines, notamment en zone rurale où les populations ont des difficultés d'accès aux autres moyens de communication. Comment continuer à être la voix des communautés par rapport à tout ce qui se fait, comment placer les communautés au centre de ce que nous faisons. Donc ça a été d'intenses moments d'apprentissage avec ces journalistes et nous avons véritablement acquis assez d'expérience sur comment se pencher davantage sur les questions liées à la santé publique. Que ce soit dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le sida, le Covid-19 et autres épidémies qui frappent le continent africain, la radio, communautaire notamment, avec ses 3000 stations sur le continent, demeure l'un des moyens de sensibilisation. De plus en plus des messages appelant aux gestes barrières et à l'hygiène se sont ajoutés à la sensibilisation alimentaire et nutritionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.